On est ensemble jusqu'à 9 h, comme tous les matins, avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum, et notre invité ce matin est ancien ministre de l'Environnement. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Emmanuel Macron a désormais une majorité de députés acquis à la cause de son action, et il y a quelques semaines seulement, Emmanuel Macron lui-même ne croyait pas que cette chose serait possible, et il disait même que si elle se produisait, une majorité de députés en marche, ce ne serait pas une bonne chose. Ça vous paraît étrange? C'était en février, pendant la campagne électorale, et Emmanuel Macron a dit des choses que peut-être il ne répéterait pas aujourd'hui. On l'écoute. Mais est-ce que quelqu'un peut penser raisonnablement que, élu président, il aura une majorité présidentielle uniquement avec son parti? Moi, je n'y crois pas. Mais non seulement ça n'est pas possible, mais ça n'est pas souhaitable, parce que ce serait un hold-up. Ce n'est pas possible d'avoir une majorité, mais ce n'est pas souhaitable, ce serait un hold-up. On dit des drôles de choses parfois. Hein. Oui, mais ça peut aussi être interprété comme une forme de prudence. Parce que c'est vrai qu'on voit un grand bouleversement du fonctionnement des institutions, qui aurait pu penser en effet qu'un parti aussi récent, même si à l'intérieur de ce parti récent, il y a aussi des figures qui sont connues depuis plusieurs années, aurait obtenu une majorité dans un délai aussi court. Donc je pense qu'à ce moment-là, c'est très compliqué d'anticiper la suite. C'est ça. Et par conséquent, c'est aussi un constat de prudence. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un parti ait à lui seul la majorité? On se souvient de François Mitterrand, 1988, il est à Solutré, avant les législatives, et il vient d'être réélu président, mais il dit que ce ne serait pas une bonne chose qu'un parti ait à lui tout seul une majorité. Mais je pense que c'est le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il doit sentir à ce moment-là que les élections ne sont pas forcément acquises, donc il anticipe pour dire tout ça n'est pas bien grave. Mais je crois que tout président de la République a envie d'avoir une majorité. Oui. Ne serait-ce que parce que même lorsqu'il a une majorité, celle-ci peut se fissurer en cours de mandat. On l'a vu avec les frondeurs, par exemple. Donc je pense, pour répondre à votre question, que c'est une bonne chose qu'il y ait une majorité stable, surtout à un moment où les Français attendent des réformes et attendent un renouveau. Et dans le détail, je renvoie les auditeurs de France Info et les téléspectateurs de France Info, un papier du Figaro qui montre qu'une étude assez détaillée des scores réalisés par les candidats d'En Marche peut être comparée aux scores réalisés par le Parti socialiste en 2012 lors des élections législatives, et la carte électorale correspond. Au fond, le vrai hold-up qu'a réalisé Emmanuel Macron, c'est par rapport au Parti socialiste. Oui, on peut dire cela, et pas seulement. Pas seulement. Il y a une vraie recomposition, je pense. Donc c'était attendu des Français par rapport à un système qui était à bout de souffle, un système d'alternance quasi automatique, dont les Français n'attendaient plus rien. Mais quand même, ce qui est nouveau aussi, c'est le pourcentage des femmes. Donc ça, c'est très nouveau. Peut-être parce que justement, les désignations ont été faites rapidement. Moi qui connais bien la mécanique interne, dès lors qu'il y a des enjeux, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de s'imposer sur des circonscriptions réputées gagnables. En général, les partis les ont mis traditionnellement sur des circonscriptions perdues. C'est pour ça que le Parlement français était à la traîne au niveau européen et même au niveau mondial pour la proportion des femmes. Ici, avec 47,5%, je crois, là aussi, on passe un seuil historique, puisqu'on est presque à la parité. En revanche, ce qui est nouveau aussi, qu'il faut observer avec beaucoup d'attention dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est l'abstention. L'abstention et les votes blancs et nuls. Parce que comme vous le savez, il y a davantage de scrutins non exprimés que de scrutins exprimés. Donc ça aussi, avec les 2 millions de bulletins nuls ou blancs, plus l'abstention record, il y a plus de Français, d'électeurs qui ne se sont pas exprimés, qui n'ont pas choisi un candidat, que d'électeurs qui ont choisi un candidat. Ça n'est pas anodin dans une démocratie, même si, dans l'abstention, je pense qu'il y a une abstention positive, c'est-à-dire de gens qui n'adhéraient pas forcément au programme, mais qui se sont dit, pour la stabilité institutionnelle et pour laisser sa chance au nouveau président, on ne va pas voter conformément à ce qu'on aurait voté traditionnellement. Donc c'est aussi un vote positif. Donc je crois que là, il y a une forte attente positive, une belle image aussi à l'international de notre pays. Et ça, ce sont des atouts très importants pour la relance économique, surtout, avec les principal défi, c'est toujours la question de l'emploi du chômage, et la question, bien sûr, on va en parler. Et du niveau de vie. Gilles Bornstein. Alors, groupe important à l'Assemblée nationale qui va être présidé par Richard Ferrand, qui a annoncé hier qu'il ne ferait pas partie du nouveau gouvernement. Or, Richard Ferrand est visé par une enquête préliminaire du parquet de Brest. Est-ce que c'est un bon signal que de donner un poste aussi important
à Richard Ferrand, visé donc par une enquête préliminaire. Mais je ne vois pas pourquoi il y a une polémique. Ah bon ? Parce qu'il est visé par une enquête préliminaire. Regardez dans vos fiches, si je puis me permettre, son nom a été évoqué bien avant. C'est pas la première fois quand on est ministre et qu'on est rétrogradé. Non, mais c'est pas la première fois, y compris groupe. pendant la campagne. Le nom de Richard Ferrand, me semble-t-il, avait été évoqué pour la présidence du groupe. Mais il était ministre. Donc ça n'est pas un happening conjoncturel. Il a joué un rôle majeur. Je veux dire, il est parfaitement à sa place à la présidence du groupe. Et par ailleurs, il y a la présomption d'innocence. On l'écarte du gouvernement pour éviter. Non, je ne crois pas. S'il y a une évolution judiciaire un peu malheureuse, que le gouvernement soit atteint. Mais non, je ne pense pas du tout. Regardez l'histoire de la composition des gouvernements. Il y a toujours eu, au moment de l'élection présidentielle, la formation d'un gouvernement et ensuite la restructuration de ce gouvernement. Au moment où l'Assemblée nationale se met en place, la plupart des responsables à l'Assemblée nationale ont été ministres dans la première phase. Que ce soit le président de l'Assemblée nationale, regardez l'histoire, les présidents de groupe ont été ministres dans la première phase institutionnelle qui a suivi l'élection présidentielle. Donc c'est un schéma. Beaucoup, mais il faudra regarder. Ah ben regardez, je peux vous lire. C'est très facile. C'était pas le cas de Bruno Le Roux, par exemple, la dernière fois. Jacques était ministre en 80 avant de devenir président de l'industrie pendant un mois avant de présider le groupe. Et son prédécesseur également. Et vous avez ministre de l'Agriculture. L'affaire Ferrand, vous en avez pensé quoi ? Mais moi, je ne viens pas vous parler de l'affaire Ferrand. Vous m'avez invité aussi pour le réchauffement climatique, les perturbateurs endocriniens, cet effroyable incendie au Portugal qui a fait plus de 60 morts, qui est aussi lié au réchauffement climatique. On va en parler, parce qu'on vous a invité pour en parler, mais là, on parle de la politique. Est-ce que c'est un signal négatif ou pas ? Mais non, pourquoi s'acharner là-dessus ? Regardez, on est... C'est pas un premier couac non plus, c'est pas un premier couac ou une petite glissade. Mais pourquoi ? Ça a embarrassé le gouvernement depuis le début, cette histoire de Ferrand. Là, les institutions se mettent en place, l'Assemblée nationale se met en place. On vit une période historique nouvelle, avec l'arrivée de nouvelles personnalités, des jeunes, beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand j'entends dire, mais ils n'ont pas l'expérience, etc., mais on a tous été novices. Celle qui est devant vous également, en 88, quand j'ai été élue contre toute attente. Il faut parler des choses positives. J'avais 35 ans, et c'était la première fois que j'entrais à l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, j'observe que les déclarations de ces jeunes députés sont plutôt très bonnes. Ce sont des gens qui ont envie de travailler, de s'impliquer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, ils seront présidés par Richard Ferrand, dont on verra quelle sera l'évolution de son dossier judiciaire. Et dans une minute, en tout cas, on reprend le fil de cette conversation avec Ségolène Royal. Il est 8h40 et Victor Maté est là pour l'essentiel. 4 personnes en garde à vue au lendemain de l'attentat raté sur les Champs-Élysées, des membres de la famille de l'assaillant, dont son père et son frère. L'homme de 31 ans, décédé après avoir foncé sur un fourgon de gendarmerie, était fiché S et titulaire d'un permis de détention d'armes. Richard Ferrand assure qu'il ne sera pas question d'immunité parlementaire si la justice souhaite l'entendre. Visé par une enquête préliminaire pour ses activités passées aux mutuelles de Bretagne, le ministre de la Cohésion des Territoires ne fera pas partie du futur gouvernement à la demande d'Emmanuel Macron. Il va briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée. La mort de 2 journalistes à Mossoul, l'Irakien Bakhtiar Haddad, qui servait de traducteur pour un reportage d'envoyé spécial sur France 2, et le Français Stéphane Villeneuve, 49 ans. France Télévisions et l'Élysée l'ont annoncé cette nuit. Ils ont été tués par l'explosion d'une mine. Une 3e journaliste est grièvement blessée. Et puis les basketteuses françaises qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro en battant la Grèce hier soir, le score 70-63. France Info. Ségolène Royal est avec nous ce matin dans l'émission politique sur France Info. Et la question, c'est Gilles Bornstein. Qui est Emmanuel Macron, battu Najat Vallaud-Belkacem, qui a été battu dimanche dernier dans une circonscription à Villeurbanne, a son opinion sur la question. Elle la livre à nos amis du site Brut. On l'écoute et puis on vous demandera votre commentaire après. J'ai vu assez rapidement qu'il n'y avait pas de jeu collectif de la part d'Emmanuel Macron au sein de ce gouvernement. Et j'ai vite compris qu'en fait, il chercherait à se faire passer pour plus moderne sur notre dos, d'une certaine façon, en nous faisant passer, nous autres, membres du même gouvernement que lui, d'une famille politique qui l'accueillait, pour des archaïques. Il n'a pas été loyal envers le président de la République ? Absolument pas, mais enfin, je vous apprends rien tout de même. Vous partagez l'analyse ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une autre phase.
Emmanuel Macron a été... bon, je pense qu'il y a... Déjà, tu as peut-être un peu d'amertume, mais ça y est, maintenant, on avance. Le président de la République a été élu, largement élu. Là, les Français viennent de se prononcer sur l'Assemblée nationale. Tous les moyens sont là pour redresser les secteurs économiques qui ont besoin de l'être, pour inventer aussi le futur proche, là, le présent et le futur proche de la France, avec tout le potentiel que détient notre pays, pour être à la hauteur de leadership international que doit garder la France, notamment dans le sujet climatique, mais pas seulement. Pardonnez-moi, je voulais juste, pour revenir sur ce qu'a dit Najat Vallaud-Belkacem, à aucun moment vous ne l'avez trouvé déloyal, Emmanuel Macron, envers François Hollande, envers vous, par exemple? Non, aucune déloyauté. À aucun moment j'ai trouvé déloyal. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que j'ai voulu faire en 2007. Et d'ailleurs, je l'ai encouragé lorsqu'il est sorti du gouvernement, quand tout le monde lui tombait dessus pour le traiter de traître, en disant « mais c'est la politique. Chacun a le droit de saisir sa chance en politique, de porter ce qu'il a envie de porter, ce qu'il sent en lui, d'avancer sur son chemin. » Voilà, ça s'est passé. Ça s'est passé. François Hollande a eu la chance d'être président de la République pendant 5 ans, soutenu par de nombreuses personnalités politiques. C'est une chance extraordinaire. On n'arrive pas tout seul à cette situation-là. Donc, il a eu cette chance extraordinaire. Mais vous avez accepté le jeu des primaires, pas lui? Oui, écoutez, moi, je ne vais pas revenir là. Franchement, il y a un décalage entre vos questions, pardon de vous dire ça, et aujourd'hui, ce que les pays du monde entier portent comme regard sur la France. Je vais vous dire que les pays du monde entier portent un regard extrêmement positif sur la France et sur les Français qui ont fait ce choix d'un jeune président, qui viennent de lui donner une majorité parlementaire. Donc, ne soyons pas, nous, une fois de plus, dans l'autoflagellation, dans l'autocritique, alors même que nous avons entre les mains un potentiel extraordinaire pour que la France réussisse à créer tous les emplois qu'elle est capable de créer, pour innover dans tous les secteurs du futur. On voit le Salon du Bourget où j'étais hier, rencontrer Thomas Pesquet, mais c'est quand même extraordinaire, y compris ce leadership dans les technologies spatiales. C'est pas grâce à Emmanuel Macron. Européen. C'est pas tout de suite grâce à lui. Non, mais c'est un écho, c'est un tout. Donc regardons de façon positive ce qui se passe dans notre pays. Soyons positifs. Parce que ça, c'est de la valeur économique, c'est de la valeur sociale, c'est de la valeur environnementale, c'est de la valeur du développement durable, ce qui se passe. C'est quand vous voyez, la dimension psychologique positive d'un pays, ça y est, qui se dote de dirigeants jeunes qui ont envie d'inventer le présent et le futur, c'est quelque chose d'extraordinaire. N'oublions jamais que nous avons échappé au Front National. N'oublions pas cela. Donc ne revenons pas sur les vieux débats. Bah oui, la politique, c'est parfois chaotique. Oui, voilà, ça, tout le monde ne gagne pas. Devant vous aussi, vous avez quelqu'un qui n'a pas non plus parfois emporté des espérances que j'avais portées. Donc pour ça que j'ai à la fois la visibilité pour en terminer le avec, diagnostic positif sur ce qui se passe. Oui, enfin, il faut être positif, bien sûr. Il ne faut pas non plus nier les problèmes. Regardez ce qui se passe dans les autres pays, quand même. On a une chance. Regardez en Allemagne ce qui se passe. 4e mandat possible pour Angela Merkel. Il y a des pays où la politique fonctionne mieux que chez nous. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit un repère. C'est vrai? Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que la suite, qu'est-ce qu'il y aura ensuite? Nous, on démarre une nouvelle période historique. Quand on est en situation d'être réélu, ça veut dire que la politique fabrique de la confiance. Quand en France, le titulaire du pouvoir n'est même pas capable de se présenter, c'est qu'il a plutôt fabriqué de la défiance. Les critères de pauvreté, de précarité en Allemagne, il faut aussi regarder les choses avec perspicacité. On sait que l'Allemagne est plus malade que nous. Et je peux vous dire aussi que sur les questions environnementales, heureusement que la France est là, y compris sur les sujets d'actualité cruciaux comme les perturbateurs endocriniens, les pesticides, etc., où c'est l'Allemagne qui freine et c'est la France qui est à l'offensive. Sur les énergies fossiles, c'est souvent l'Allemagne qui a freiné, c'est la France qui a été à l'offensive. Mais sur d'autres sujets, effectivement, nous sommes en étroit partenariat pour avancer. Vous allez participer à la reconstruction de la gauche ? Vous allez continuer à faire de la politique? Moi, je participe à la reconstruction du... Vous allez vous impliquer? Personnellement, oui, bien sûr, mais je continue à m'impliquer pour la France, bien évidemment. Ou vous allez être une retraitée de l'action politique au sein des partis. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous verrez bien. Regardez, est une réponse précise. Oui, ça, merci. Non, mais je veux dire, c'est parce que c'est pas un sujet crucial pour vos auditeurs. Écoutez, regardez, je viens de sortir un manifeste pour la justice climatique que vous avez. Vous avez une bonne lecture. Voilà, il est là. C'est pas seulement un livre, c'est une action, c'est un combat. Et vous voyez, heureusement qu'on a fait. Il l'a jeté par terre. C'est une habitude. C'est une vieille habitude chez lui. Heureusement qu'on a fait. Bravo. Je considère que c'est le défi, le combat du siècle, parce que tout est relié à ça. L'emploi est relié à ça.
La question de la sécurité, c'est relié à la question climatique. La question de la santé est reliée à la question climatique. Et par conséquent, c'est le combat du siècle. Et ce combat, je ne le lâcherai pas d'une façon ou d'une autre. Je continue d'ailleurs à siéger bénévolement au conseil d'administration de l'Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique. Donc, je travaille énormément. Je reçois beaucoup de courriers aussi des jeunes qui ont créé des start-up dans le domaine de la transition énergétique et écologique. Ce que j'ai créé, c'est la Green Tech verte. Donc, je les aide aussi. Une question de et on verra comment je peux être utile pour que la France garde son leadership sur tous ces sujets. Alors, sur de l'intérieur, je connais bien et que je vais continuer à porter. Sur ce sujet précisément, je voudrais juste élargir un peu la focale par rapport à ce que disait Jean-Michel. Vous parliez de dirigeants jeunes, vous parlez d'une nouvelle période. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une génération qui doit s'effacer quand même? Une génération de politiciens autour de la vôtre, pardon, je ne veux pas être désagréable, au Parti Socialiste ou ailleurs. Je ne crois pas, mais avec un rôle peut-être différent. Vous savez, je ne crois ni au jeunisme ni à l'agisme. Je ne crois pas à la gérontocratie et je ne crois pas à l'espèce de fascination pour la jeunesse. La richesse d'une société, c'est comme la biodiversité. Il faut à la fois de la parité, des hommes, des femmes. Il faut toutes les générations. C'est ça qui fait la force d'une société. Quand elle ferme la porte aux jeunes et qu'il y a de la gérontocratie, c'est dramatique. Quand on dit on met les vieux au rencard, c'est dramatique aussi. Parce que, regardez, dans certaines entreprises, quand il y a eu des licenciements massifs des salariés de plus de 50 ans, il y a eu une perte de la mémoire, du savoir-faire dans les entreprises qui a entraîné l'échec de ces entreprises qui ont fait faillite. Voilà. Donc, on a besoin de cette diversité, de cet équilibre, mais peut-être avec des fonctions qui évoluent, bien évidemment. L'avenir du Parti socialiste vous inquiète ou vous indiffère? Elle m'indiffère en ce qui concerne l'appareil du Parti socialiste, mais voilà, ceux qui vont s'impliquer, je respecte tout à fait cela. En revanche, je considère que l'idéal, les idéaux qui ont forgé le Parti socialiste depuis le début de ce siècle, dans le sang, dans les larmes de la classe ouvrière, de tous ces combattants de l'ombre qui ont souvent perdu leur vie pour que leurs amis aient accès à la dignité humaine. Ce combat-là, il reste d'actualité, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Il suffit de regarder ce qui se passe dans certains pays pour voir que l'émancipation par l'école, parfois, c'est encore quelque chose d'abstrait dans beaucoup de pays. L'émancipation par le travail aussi, le juste salaire, l'accès à la santé, l'accès au logement digne. Donc l'accès à la dignité humaine reste le combat majeur de ce siècle. Et la question climatique est d'ailleurs reliée à ça, parce que vous voyez parfaitement que ce sont les plus pauvres qui subissent le plus les dégâts du dérèglement climatique. Et on y vient à cette question climatique pendant que Jean-Michel va ramasser votre livre qu'il a laissé tomber par terre. Il est 8h50, Victor Mattei est là pour 1 minute. C'est parce qu'il est lourd, il est plein d'idées, donc il tombe. Allez-y, Victor. Une première dans le Pas-de-Calais, la mort d'un chauffeur de camionnette causée par un barrage de migrants. C'était tôt ce matin sur l'A16, l'autoroute est en partie fermée. 9 personnes suspectées d'avoir disposé des troncs d'arbres sur la route ont été interpellées et placées en garde à vue. Garde à vue aussi après l'attentat raté d'hier sur les Champs-Élysées. 4 membres de la famille du terroriste, son père et son frère notamment, l'homme de 31 ans qui a foncé sur un fourgon de gendarmerie était lourdement armé. Une Kalachnikov a notamment été retrouvée dans son véhicule. À la demande d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand ne fera pas partie du futur gouvernement. Le ministre de la Cohésion des Territoires va briguer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Richard Ferrand assure que si la justice veut l'entendre, il ne sera pas question de faire jouer son immunité parlementaire. Et puis la canicule sur une grande partie de la France. 51 départements toujours placés en vigilance orange par Météo France du sud-ouest jusqu'à la région parisienne. France Info. Ségolène Royal est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy. Et voilà, le livre est là. Je le montre. Donc, Manifeste pour une justice climatique chez Plomb, 10 €. Et vous aurez là sans doute plein d'idées. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a peu parlé d'écologie pendant sa campagne électorale, c'est Emmanuel Macron. Et savez-vous ce qu'a dit Nicolas Hulot après le débat qui opposait Emmanuel Macron à Ségolène Royal? Incroyable. Pas un mot sur les moi. Et là, pas Ségolène Royal. C'était Marine Le Pen. Ça, c'est le coup sur la tête en ramassant le bouquin. Alors, on reprend. Chacun aura rectifié. Pas un mot sur l'écologie dans le débat qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Oui. Bravo. C'est vrai, il n'a pas beaucoup évoqué les questions il n'a pas de sensibilité environnementales, mais il s'est rattrapé depuis. En nommant Nicolas Hulot?
en nommant Nicolas Hulot d'une part, même si du coup ça m'a obligé de partir. Vous seriez bien resté vous seriez volontiers resté, ouais. Et surtout en réagissant comme il l'a fait à Trump. Je pense qu'il a eu les mots, il a eu la force, il a eu la vision. Mais s'il n'a pas la conviction, c'est un problème. De bien réagir et surtout, je pense qu'il veut que la France garde son leadership sur la question climatique. Parce que derrière le leadership climatique, il y a des enjeux aussi économiques et industriels et de biodiversité considérables. Et donc des forces économiques aussi qui peuvent être à l'avant-garde, qui sont à l'avant-garde. C'est vrai que je me suis battue pour qu'elles restent à l'avant-garde, nos entreprises françaises sur la scène internationale par rapport à ces enjeux et par rapport à toute la créativité industrielle qui est derrière. Un Premier ministre qui vient de chez Areva. Oui, heureusement, c'est une entreprise française. Oui, ça m'a pas échappé. On ne va pas ficher les gens parce qu'ils ont des itinéraires professionnels. Vous avez compris la question. Justement, il connaîtra mieux de l'intérieur les enjeux du nucléaire. Et j'espère que la France... Et d'ailleurs, Nicolas Hulot l'a dit très clairement que tous les acquis, tous les combats que j'ai menés, que j'ai gagnés sur les sujets, il va veiller personnellement, a-t-il dit avec beaucoup d'engagement, à ce qu'il n'y ait aucun recul sur tous ces sujets. Jean-Luc Mélenchon disait pendant la campagne des élections législatives, Nicolas Hulot ne tiendra pas 6 mois dans ce gouvernement. Et il disait cela. Alors, il le disait à sa manière. Sans doute y avait-il une espèce d'arrière-pensée politique chez Jean-Luc Mélenchon. Mais il disait cela parce qu'il voulait opposer la conviction écologique de Nicolas Hulot au peu d'imprégnation écologique d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous redoutez, vous aussi, qu'entre les deux hommes, parce que leur sensibilité est très éloignée, il y ait un conflit politique à court terme ? Je ne crois pas. Jean-Luc Mélenchon dit ça parce qu'effectivement, Nicolas Hulot n'est pas un professionnel des appareils politiques. Et c'est précisément ce qui fait son identité et sa plus-value. Et en même temps, c'est un combattant de longue date dans les ONG. Donc il connaît les sujets. Ça, c'est déjà très important. Il connaît les sujets, il a mené des combats. Et moi, je lui fais toute confiance pour réussir ces combats. Et puis, on n'est pas seul à la tête du ministère, d'abord. Hein. Il y a quand même des services extrêmement compétents qui ont la mémoire des choses par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux rapports de force, par rapport aux combats qui ont été conduits. Et puis, quand on est ministre, on est aussi dans une équipe gouvernementale. Donc, à un moment, lorsqu'il y a des arbitrages lourds, ils sont discutés. Je sais que Nicolas Hulot va parfaitement et absolument ne rien lâcher. Ce qui peut occasionner un conflit, justement. Oui, c'est ça le... Mais j'en ai eu aussi, moi, des conflits. J'en ai eu des conflits. On en a pas beaucoup et ça a été traité... en tout cas, maintenant, on se dit, mais heureusement. Les bouts rouges. Les bouts rouges, oui. Mais les bouts rouges, c'était avec Manuel. Et puis là, le perturbateur endocrinien, qui est le sujet du jour, parce que l'Europe doit revoter le 4 juillet. Et en décembre dernier, j'ai écrit quand même au président européenne, oui, qui est jugée une mauvaise proposition de la Commission. Qui est jugée mauvaise par les scientifiques. Trop accommodante. Et je dis d'ailleurs solennellement à la Commission européenne qu'il ne faut pas qu'elle profite du changement de gouvernement pour imaginer qu'il n'y aura pas la mémoire des choses sur les positions que la France a prises par ma voix, par une lettre au président de la Commission européenne, à Jean-Claude Juncker, pour lui dire que les propositions de la Commission sur la définition des perturbateurs endocriniens n'étaient pas du tout conformes à la protection de la santé publique. En gros, et là aussi, la France est à l'avant-garde sur ce sujet. Je m'étais alliée avec la ministre de la Suède, qui depuis a changé, donc il faut être quand même extrêmement vigilant, parce qu'il y a des enjeux industriels mal placés et que c'est la santé public qui doit primer par rapport à ces sujets extrêmement graves. Vous vous souvenez, j'avais interdit le bisphénol A dans les tickets de caisse parce que je voyais que tous les jours, les caissières qui pouvaient être enceintes manipulaient du bisphénol A. Donc, j'ai interdit ça. Ça a été eu des protestations au niveau de la Commission européenne sous prétexte que la liberté du commerce et de l'industrie empêchait la France d'interdire ces substances dangereuses, interdiction dans les jouets. Donc c'est en cours là aussi d'élaboration. Il faut absolument que la France tienne bon. Et puis surtout sur les pesticides. On voit dans certaines régions viticoles l'âge de la puberté qui s'est abaissé de 2 ou 3 ans. C'est des problèmes de stérilité, c'est des problèmes de cancer des testicules pour les hommes. C'est quand même extrêmement des malformations congénitales. Il faut dire les choses. Et pendant trop longtemps, il y a eu la loi du silence sur ces sujets. Et préciser pour les gens qui nous écoutent que le problème avec la Commission, c'est qu'ils souhaitent, eux, en gros, on interdit ce qui a des conséquences médicales avérées, alors qu'évidemment, la France et d'autres pays, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, veulent qu'on induise effectivement le côté suspect. Voilà.
avéré, suspecté ou probable. Voilà. Donc il faut que ces Qui sont trois évidemment des choses, critères soient très intégrés différentes. pour protéger la santé des Français, d'autant que nous avons une agence nationale de sécurité sanitaire en France qui est tout à fait exceptionnelle, l'ANSES, qui a été à l'origine donc de tous ces calculs, de toutes ces études que j'ai communiquées à la Commission. Et puis il y a eu l'appel d'une centaine de scientifiques qui trouvent inadmissible que la Commission traîne encore les pieds. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des services de la Commission, je pense qu'il y a des lobbies qui ont infiltré les services de la Commission européenne et qui imposent leur point de vue. Mais là, il faut vraiment ne pas donc, reculer sur cette ces réglementation, sujets. le Parlement européen s'en saisira donc début juillet. Vous, je cite encore une fois votre livre, Manifeste pour une justice climatique. Merci Ségolène Royal d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.